Fausse croyance numéro 7, action. Magnéto, Serge. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée encore une fois à une fausse croyance qui concerne cette fois-ci l'imposition et plus précisément l'imposition inhérente à l'exploitation de location meublée. En effet, on va s'intéresser à deux croyances véhiculées par de nombreux formateurs immobiliers qui sont les suivantes. Tout d'abord, est-ce qu'on peut éviter l'imposition avec une stratégie à haut rendement ? Et ensuite, est-ce que les travaux ou le rachat d'un bien, vont pouvoir permettre réellement de ne jamais payer d'impôts? Alors cette vidéo, elle intervient parce qu'on peut remarquer qu'il y a un vrai consensus au sein des formateurs et des coachs immobiliers sur l'idée que, effectivement, en location meublée, on a une fiscalité qui permet de ne jamais payer d'impôts, notamment grâce au régime réel, et on y reviendra tout à l'heure. On a également comme fausse croyance l'idée que faire des travaux, ça va permettre de créer du déficit. Donc ça, c'est une réelle fausse croyance, mais comptablement parlant. Et enfin, on a également l'idée que lorsqu'on arrive en fin de déficit, c'est-à-dire lorsqu'on a consommé donc ces déficits, il suffit simplement de racheter un bien à rénover pour éviter l'imposition. Donc on reviendra également sur cette idée-là. Et je reprécise en préambule, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, que évidemment je milite pour l'investissement immobilier, j'en fais moi-même. Simplement, cette chaîne vise à apporter on va dire une autre vision de l'immobilier plus réaliste avec la réalité et souhaite parfois rééduquer immobilièrement parlant, on va dire, des personnes qui ont été mal formées, certains disent déformées par certains coachs immobiliers. Alors comme pour chaque vidéo, je vais tenter d'apporter un argumentaire structuré, chiffré, puisque les chiffres ne mentent jamais. Et cette fois-ci, j'ai encore été plus loin puisque je me suis appuyé sur une application professionnelle d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc un CGPI, pour justement que mes chiffres, que mon analyse soit incontestable. Alors je vais revenir plus précisément sur la façon dont a été utilisée cette application. Mais avant ça, un petit rappel. Effectivement, en location meublée, qu'on soit en statut LMNP ou LMP, il est possible d'effectuer donc une déclaration de ses revenus locatifs BIC à un régime qui s'appelle le régime réel simplifié, qui effectivement est bien souvent favorable pour limiter son imposition. Ça, on est d'accord. Et puis ceux qui veulent se former davantage sur cette fiscalité-là, n'hésitez pas à consulter ma formation gratuite Fiscalité volume 2, donc sur cette chaîne, avec des exemples chiffrés, etc., qui vont vous permettre de bien comprendre comment fonctionne ce régime de déclaration. Donc je ne vais pas redétailler le fonctionnement de ce régime de déclaration, mais rapidement, ce régime va permettre de déterminer un bénéfice taxable, tout simplement en déduisant des recettes locatives annuelles, différentes charges et différents amortissements qui vont être déduits. Parmi les charges qu'on va pouvoir déduire, on va retrouver l'assurance P&O, les charges de copropriété, les frais de gestion locative si il y en a, les honoraires du comptable, les intérêts d'emprunt en y ajoutant également les frais de dossier. L'assurance emprunteur, la taxe foncière, la CFE, la garantie de loyer impayé. On va également pouvoir déduire, alors ça c'est un choix qui est à faire, des frais d'acquisition, c'est soit on les déduit, soit on les passe en amortissement. On a également la possibilité de déduire les factures d'entretien, les réparations, etc. Un rapide rappel sur la notion d'amortissement, il s'agit en fait d'une notion comptable et non de flux financier réel. Permettant de lisser donc l'impact d'un investissement ou alors d'une dépréciation de la valeur d'un actif, et ce sur plusieurs années. Concrètement, les dépenses importantes, c'est-à-dire les dépenses qui vont être supérieures à 500 € et qui sont engagées sur une année civile, vont être amorties sur plusieurs années, notamment si la durée de vie des éléments concernés dépasse une année. Donc encore une fois, je vais pas revenir en détail sur la notion d'amortissement. Vous avez à l'écran, une définition plus précise des amortissements. Mais en gros, on va retenir une durée d'amortissement spécifique pour chaque type de dépense. Autre élément important, on va pouvoir amortir 85% en moyenne du prix d'acquisition. Donc en gros, pour résumer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amortissement, c'est une dépréciation
comptable qui va en fait s'imputer sur donc nos loyers comme une dépense fictive chaque année, qui va donc permettre de faire diminuer sa base taxable. Et donc ce qui se passe, c'est que naturellement, les vendeurs de formation vont utiliser ce régime donc de déclaration pour vous indiquer que grâce à ce régime, vous ne paierez jamais d'impôts ou très peu d'impôts, et puis qu'il y a des solutions pour toujours maintenir une imposition faible. Alors déjà, c'est mathématique, plus le rendement d'un investissement est élevé et plus la durée sans impôt, si toutefois elle est possible au début, sera courte. Ça, c'est mathématique et on va d'ailleurs le détailler. En fait, c'est logique. Si vous avez un rendement élevé, ça signifie que vous avez un ratio recettes locatives prix d'acquisition qui est élevé. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir, pour éviter l'impôt, gommer ces recettes locatives via des amortissements ou des charges, puisque vous avez malheureusement un coût d'acquisition qui est faible. Et c'est parce que ce coût d'acquisition est faible par rapport aux recettes locatives qu'il génère que vous avez un rendement. Donc très clairement, ceux qui exploitent leurs biens avec des stratégies à haut rendement type location courte durée ou colocation ne vont pas pouvoir éviter l'impôt pour une durée supérieure à 5 ans. Et ceux qui vous promettent le contraire sont des menteurs, et on va le prouver avec des chiffres. Alors, je précise que cette vidéo elle est également motivée par des publicités que j'ai vues récemment de formateurs qui vous promettent de devenir rentier avec un bien en utilisant une stratégie à haut rendement, etc. J'ai eu des échanges avec l'un des formateurs qui en ce moment vous promet ça sur Internet. Donc déjà, merci à lui d'avoir accepté d'échanger parce que bien souvent, il est très difficile pour moi d'entrer en contact et de pouvoir échanger avec un coach. Donc je ne vais pas l'accabler, même si bien évidemment je suis en désaccord total avec toutes ses promesses. Et donc ce coach, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc dans sa publicité, il promet donc de devenir rentier, de remplacer son salaire avec un bien et de générer 1 500 € dès le premier mois de cash flow net avec donc un investissement. Donc lors de mes échanges avec ce formateur, je lui ai demandé vers quel type de bien il fallait s'orienter pour générer ce type de cash flow. Et donc il m'a indiqué que globalement, avec un bien acheté à 250 000 €, on parvenait à dégager 1 500 € de cash flow net. Et donc de remplacer son salaire. Donc ce qui veut dire que le prospect, le membre de formation, il remplace son salaire de 1 500 €. Donc ça veut dire qu'il gagne 1 500 € et qu'avec 1 500 €, il va lever 250 000 €. Donc déjà, en termes d'endettement et d'emprunt, c'est difficilement accessible, mais admettons. On va partir du principe qu'on investit donc pour avoir un rendement assez élevé pour générer un maximum de cash flow. Donc dans ce premier cas, donc sur un immeuble de rapport de 200 mètres carrés, d'accord, avec donc 4 lots de 50 mètres carrés qu'on va louer 700 € chacun, qui vont nous générer donc 2 800 € de loyer, et tout ça, ça nous donne un rendement brut annuel de 13,4%. Donc c'est quand même un rendement plutôt intéressant. Donc avant d'utiliser l'application pour analyser la faisabilité ou non d'un tel projet, on va se poser deux questions. Tout simplement, est-ce qu'on peut être rentier, comme l'indique ce formateur, avec un bien acheté à 250 000 € et un rendement à 13,4%? Et deuxième question, est-ce qu'on paye des impôts? Puisque bien évidemment, ce coach m'affirmait qu'on ne payait pas d'impôts grâce à ce régime réel, comme tous les formateurs. Vous inquiétez pas, vous ne paierez pas d'impôts. Mais quand on regarde les chiffres et qu'on vérifie, on se rend compte qu'on en paye en fait. Donc pour analyser la réalité d'une telle promesse, on va utiliser l'application 3D Invest, donc application professionnelle de monsieur Laurent de Mora, donc je le rappelle, CGPI, donc c'est un professionnel de l'immobilier. J'ajoute et je précise qu'il est également lui-même investisseur, qu'il a une chaîne YouTube qui dispense d'ailleurs d'excellentes vidéos, que ce soit sur la fiscalité ou également sur la notion de négociation. C'est vraiment très pertinent. Donc vous savez qu'il y a très peu de personnes que je recommande. Laurent de Mora peut y aller les yeux fermés, c'est quelqu'un de très réaliste et de très compétent. Et l'application qu'il a mis en place, je la trouve très pertinente et d'ailleurs je l'utilise personnellement. Pourquoi? Parce qu'elle me permet d'anticiper la fiscalité de mes investissements sur une durée de 10, 20,
30 ans. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça va vous permettre de savoir à quel moment vous allez devoir arbitrer. En fait, ça va vous permettre de vraiment pouvoir piloter vos investissements et vos décisions de la manière la plus efficace. Et j'ajoute que, évidemment, tout est pris en compte, l'évolution des loyers, l'évolution du taux d'emprunt, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le calibrer. Alors, je précise également que je n'ai pas de partenariat avec Laurent de Mora. Je parle simplement voilà, d'une application que j'utilise et que je trouve très utile pour les investisseurs. Autre avantage, alors c'est amusant, hein, mais si vous avez des doutes sur les réussites participants comment dirais-je, certains formateurs immobiliers, vous savez, qui vous donnent tous les chiffres, etc., d'une réussite d'un de leurs membres. Bon, bah, rentrez les chiffres qu'ils vous donnent dans l'application et vous verrez qu'en fait, le cash flow, il est bien moindre que le cash flow annoncé, quoi. Alors, quelques remarques pour comprendre comment cette application fonctionne et pour comprendre comment cette application calcule. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le terrain d'un investissement, hein, la partie terrain, elle n'est pas amortie comptablement. Donc, on va considérer que le terrain représente 15% de l'achat. Ce qui veut dire que la base amortissable est donc composée du reliquat, autrement dit du bâti qui représente 85% de l'achat. Et on va également amortir les travaux. Les frais d'acquisition et les frais d'agence éventuels, ils sont généralement amortis sur 7 ans. Enfin, en tout cas, l'application est calibrée comme ça. Mais là, sur notre démonstration, on va considérer qu'ils ont été intégrés au coût d'achat. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que lorsqu'on a pour ambition de devenir rentier, à un moment donné, on va quitter son emploi, donc on risque de basculer rapidement avec notamment les investissements à fort rendement en statut LMP, et donc il est plus judicieux d'amortir les frais de notaire donc sur une durée plus longue, puisque si on bascule LMP, donc on ne perdra pas les déficits déjà dans un premier temps, et surtout lorsqu'on va revendre en statut LMP, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va payer une plus-value court terme qui va prendre en compte les amortissements. Et donc, si on a amorti les frais de notaire sur une durée plus courte, on aura amorti davantage et on paiera donc des cotisations sociales sur ces amortissements. Voilà, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, rendez-vous sur la formation fiscalité volume 2, tout est expliqué. Mais concrètement, qu'on les passe en charge ou qu'on les amortisse sur une durée plus ou moins longue, sur la globalité de l'investissement, ça n'aura pas réellement d'impact. Et donc ensuite, la base amortissable, elle va être traitée selon ce qu'on appelle la méthode des composants. En fait, c'est très simple. On va considérer que chaque composant de votre bien immobilier, il a une durée d'amortissement qui est spécifique. Et donc, il est d'usage d'utiliser les durées d'amortissement que vous voyez donc à l'écran dans le tableau. Alors ensuite, comment j'ai procédé? C'est très simple. J'ai utilisé donc les chiffres qu'on a vus tout à l'heure dans cette application, chiffres qui provenaient donc d'un échange avec ce coach, mais qui provenaient surtout donc de sa publicité. Et déjà, dès le départ, on observe que dès la première année, il y a une imposition. Donc, alors c'est normal, il y a un rendement à 13%. Donc effectivement, si on avait passé les frais de notaire en charge, on n'aurait pas eu d'imposition la première année, mais cette imposition aurait été supérieure les années suivantes. Mais surtout, on se rend compte en utilisant cette application et en analysant les résultats que le cash flow net, autrement dit la trésorerie, n'est absolument pas de 1 500 €, mais plutôt de 770 €. Chiffre qui va évoluer ensuite à la baisse de manière naturelle avec l'augmentation de l'impôt. Alors je précise que j'ai pris comme tranche marginale d'imposition une tranche à 11%, donc assez faible, ce qui, on va dire, permet d'avoir une imposition plus basse. Comme vous pouvez le constater sur cette slide, si on prend une TMI de 30%, naturellement, mécaniquement, l'imposition va augmenter et le cash flow net, la trésorerie va diminuer pour se retrouver à 645 € les premières années avant de diminuer. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais si on utilise une SCI-LIS, on pourrait être rentier, ce sera plus intéressant fiscalement. Effectivement, comme vous pouvez le voir à l'écran, et d'ailleurs c'est un des avantages de l'application, c'est qu'elle permet de calculer en fait toutes les données qu'on a vues, selon la structure dans laquelle on héberge notre investissement. Donc ça c'est quand même très intéressant. Et bien effectivement on peut constater donc qu'en SCI-LIS le cash flow net serait supérieur, mais pour la société. Pour qu'il revienne dans notre poche, déjà il faut qu'on soit en résultat positif, en résultat comptable positif. Si on est en déficit comptable, on sera en situation de cash trap, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas sortir de dividendes. Et puis si on sort des dividendes, on va quand même devoir payer 30% de flat tax. Donc conclusion de ce premier cas, sommes-nous rentiers avec un bien à 250 000 €?
Eh bien, dans ce cas précis, non. Et pourtant, on a un rendement quand même important. Et surtout, payons-nous des impôts? Réponse, oui. Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo, Lucien. Tu vas me faire rougir, François. Sois pas modeste, Lucien, t'en as quoi? C'est d'autres des frondeurs. Allez, je suis de bonne foi, je vais procéder à l'étude d'un deuxième cas avec donc des chiffres de rendement encore plus élevés. Hein. Je voudrais pas être taxé de croyances limitantes. Donc du coup, on va prendre le même investissement, hein, toujours 250 000 euros, mais cette fois-ci, on va considérer qu'on a une stratégie à très très haut rendement et qu'on va percevoir donc comme loyer 4 271 euros. 30 000. Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends 300 000. Alors évidemment, pour obtenir ces chiffres, on va être obligé de procéder à une exploitation en courte durée ou à minima une exploitation mixte, c'est-à-dire une exploitation qui va combiner de la location courte durée et de la location classique meublée. Et donc avec ce montant de loyer perçu, on est maintenant sur un rendement annuel brut de 20,5%. Un champion du monde. Alors, ça peut paraître énorme, mais en fait, il fallait à minima avoir ce rendement pour pouvoir, comment dirais-je, obtenir un cash flow avoisinant les 1500 euros, qui est, je vous rappelle, le cash flow promis par différents formateurs, qui vous indiquent qu'avec donc un seul investissement, vous allez pouvoir devenir rentier. Alors, petite remarque, mais qui est quand même très importante, c'est que, bien évidemment, pour obtenir ce type de rendement de plus de 20%, on l'a dit, il est fort probable qu'une stratégie location courte durée ou mixte soit utilisée. Et donc la conséquence, c'est que le traitement social il va être différent puisqu'on va avoir un chiffre d'affaires lié à la location courte durée qui va être supérieur à 23 000 euros. Et donc par conséquent, on ne va plus être soumis aux prélèvements sociaux au titre du traitement social de notre base taxable, mais on va être soumis au SSI, aux cotisations sociales, dont le taux est de 45%. Mais j'ai été sympa, j'ai utilisé un traitement social aux prélèvements sociaux, donc à 17,2%. Alors qu'en réalité, je le répète, le traitement social serait plutôt de 45%. Donc même question que tout à l'heure, est-ce qu'on est rentier avec ce type d'investissement donc de 250 000 euros qui génère un rendement de plus de 20% et payons-nous des impôts? Donc comme tout à l'heure, j'intègre les chiffres donc dans l'application et la première chose qu'on remarque, et c'est logique vu le rendement, c'est qu'on a dès la première année un revenu taxable qui est de 2171 euros par mois, donc je vous laisse calculer sur une année. Donc on va avoir 26 052 euros qui vont être soumis au traitement fiscal, donc à la TMI, donc à 30%, on a calculé 30%. Et aux prélèvements sociaux, on a été sympa, je le répète, normalement on est au SSI. Et donc on remarque que dès la première année, on va payer environ 1 000 euros par mois d'impôts. Donc ça fait un peu plus de 12 000 euros d'impôts par an et ce, dès la première année. Encore une fois, si on décide de passer les frais de notaire en charge la première année, les frais de notaire ils sont d'environ 20 000 euros pour un achat à 250 000 euros, on voit que ça ne va même pas gommer la base taxable de la première année. Donc voilà, avec ce rendement, on obtient à peu près un cash flow net, une trésorerie de 1 445 euros. Le souci, c'est que effectivement, au bout d'une dizaine d'années, ce cash flow va se réduire et même considérablement se réduire les années suivantes. Donc, est-ce qu'on est rentier avec, 1445 euros de cash flow pendant quelques années et puis ensuite 1311 puis 1144? Je ne le pense pas, d'autant plus que si on quitte son emploi pour vivre de son cash flow, ensuite, il va être difficile de refaire des investissements. Si j'avais pris en compte un traitement social au SSI, évidemment, le cash flow serait encore inférieur. Et si j'avais pris un taux d'emprunt avec les taux actuels là, en novembre 2022, qui sont plutôt autour de 2,5% sur 25 ans, alors que là, j'ai pris un taux de 1,8%, puisque j'ai pris un taux qui concorde avec la date des promesses de ces publicités de coach, effectivement, on serait encore sur un cash flow inférieur. Donc concrètement, est-ce qu'on est rentier avec ce cash flow? Non. Est-ce qu'on paye des impôts? Oui. Donc on constate que même avec un rendement exceptionnel, on n'est pas rentier en fait. On n'est pas rentier et on a des impôts. Donc messieurs les vendeurs de formation, s'il vous plaît, ferme-la! Alors, je ne conteste pas la possibilité de devenir rentier immobilier, mais en tout cas, ce ne sera pas avec ce type d'investissement, avec des rendements à 20% sur une opération en
quelques mois. En fait, c'est très simple. Si on souhaite éviter l'impôt, il faudra un rendement plus faible. Donc, si on souhaite vivre de ses loyers avec un rendement plus faible, eh bien, ça implique d'avoir soit mis un apport très important dans son investissement, ou alors tout simplement d'avoir multiplié des investissements avec un rendement plus faible. Et donc pour ça, effectivement, il faut lever davantage de fonds, et donc ça veut dire qu'on ne part pas forcément de zéro. Donc si on est sur des rendements plus faibles qui permettent de ne pas payer d'impôts, à un moment donné, donc l'impôt va arriver. Et donc le cash flow net d'impôt, il ne permet plus d'être rentier. Et donc là, les coachs, pour justifier le fait que vous allez être, grâce à leur stratégie miracle, rentier toute votre vie, il va falloir qu'ils soient très imaginatifs. Et leur discours, il y a également d'ailleurs un consensus sur ce discours, c'est de dire, il y a deux solutions. Soit vous effectuez de gros travaux de rénovation pour créer de la charge, comme ils disent. On va voir que c'est une fausse croyance. Soit vous procédez au rachat d'un bien bien pourri à rénover. Donc on va démonter tout ça encore une fois point par point. Donc tout d'abord, il faut savoir que si vous effectuez des gros travaux de rénovation, eh bien vous n'allez pas pouvoir percevoir de revenus locatifs pendant toute la durée des travaux. Et donc forcément, votre cash flow, il va diminuer. Donc si vous vivez de vos cash flows, il va falloir s'assurer que vous avez assez de cash flow, assez de trésorerie pour pouvoir supporter cette absence de revenus locatifs pendant quelques mois. Bien évidemment, il va falloir financer ces travaux, donc il va falloir avoir la trésorerie nécessaire. Or, si vous êtes rentier à cash flow et que vous avez quitté votre emploi et que vous utilisez votre cash flow donc pour remplacer votre salaire, c'est pas forcément facile de mettre de côté 30, 40 ou 50 000 euros pour effectuer des travaux. Et enfin, et c'est fondamental, les travaux vont être amortis sur plusieurs années. Ils ne sont pas déduits, ils ne passent pas en charge. Donc, et on le verra avec un exemple chiffré, vous allez voir, c'est édifiant. Il sera difficile, voire impossible de créer du déficit. Vérifions tout cela avec une démonstration chiffrée. Donc, on va reprendre le premier exemple où on était sur un investissement de 250 000 euros avec le rendement à 13,4%. Et on va considérer qu'on effectue 50 000 euros de travaux. Donc ces travaux vont être amortis sur 10 ans, ce qui va nous permettre de déduire de la base taxable environ 5 000 euros par an. Donc en 2033, on est sur une base taxable mensuelle de 1 142 euros, ce qui représente sur une année la somme de 13 704 euros. Si on amortit donc 5 000 euros de travaux par an, on va se retrouver sur une base taxable annuelle de 8 704 euros. Ce qui représente mensuellement une base taxable de 725 euros. Et avec donc l'imposition, on va se retrouver à payer environ 440 euros d'impôts par mois. Autrement dit, même en effectuant 50 000 euros de travaux au bout de 10 ans, vous continuerez à payer des impôts. Pour que la réalisation de travaux permette de gommer l'impôt, il faudrait en réalité réaliser des travaux pour un montant de 130 000 euros, ce qui correspond à plus que la moitié de la valeur du bien qu'on a acquis. Donc vous comprenez que c'est absolument pas viable de proposer ce genre de solution pour éviter l'impôt. Et si on s'intéresse maintenant au deuxième exemple, on aurait une base taxable qui serait au bout de 10 ans de 2 873 euros par mois. Et donc, bien évidemment, le montant de travaux de 50 000 euros, s'il n'a pas annulé l'impôt pour un rendement plus faible, il ne va pas éviter l'impôt sur un rendement plus important. Et donc, dans le second cas, il faudrait réaliser, pour éviter l'impôt, écoutez bien, plus de 340 000 euros de travaux. 300 000. Donc, vous l'avez compris, un montant totalement irréaliste quand on voit ne serait-ce que le prix d'acquisition. À la boulette. Voilà, donc pour ceux qui en doutaient encore, vous avez la démonstration qu'en aucun cas, réaliser des travaux de rénovation pour éviter ou pour annuler l'impôt est une solution, contrairement à ce que vous indiquent ces différents vendeurs de formation. On va maintenant s'intéresser donc à la deuxième solution qu'ils proposent pour annuler cet impôt, et qui est le rachat d'un bien, comme ils disent, bien pourri à rénover pour créer des charges. Alors déjà, il faut bien comprendre que pour réinvestir dans un bien immobilier à rénover, il faut déjà qu'on soit finançable, qu'on puisse financer l'acquisition, plus éventuellement des frais et évidemment des travaux. En sachant que si on a quitté son emploi pour vivre d'un cash flow, ça va être particulièrement compliqué de se faire financer. Bon, mais admettons
Admettons. Bon, mais admettons qu'on soit dans le cas d'un investisseur qui n'ait pas quitté son emploi ou tout simplement qui ait énormément d'épargne, énormément de trésorerie ou encore la confiance ultime de son banquier et qui soit suivi pour un autre investissement. Donc effectivement, les frais d'acquisition inhérents à cet investissement, de même que les frais d'agence s'il y en a, ainsi que les amortissements donc, de travaux et du prix du bien, eh bien, ils vont pouvoir venir gommer les revenus locatifs qui étaient déjà existants. Et donc, sur le bien existant, on va effectivement pouvoir venir gommer l'impôt. Seul problème, mais gros problème, c'est que ce bien, il va également générer des revenus locatifs qui, eux, ne vont pas pouvoir être gommés par les frais d'acquisition ou les amortissements des travaux et du prix du bien, puisque justement ces charges et ces amortissements auront déjà été utilisés pour venir gommer les recettes locatives d'un autre investissement. Autrement dit, on déplace le problème, mais on ne le règle pas. Donc conclusion, ni les travaux, ni le rachat d'un autre bien à rénover ne permettent d'éviter l'impôt. Donc tous ceux qui vous indiquent qu'il suffit simplement d'effectuer des travaux ou de racheter un bien à rénover pour maintenir votre cash flow net d'impôt à un niveau élevé et qui ne soit pas impacté par donc une imposition, eh bien tous ceux qui vous disent ça vous racontent, et je pèse mes mots, de grosses conneries. Avant d'évoquer une des solutions qui pourrait vous permettre de poursuivre votre parcours d'investisseur sans être trop impacté par l'imposition, on va s'intéresser à un cas un peu spécifique. C'est le cas où on achète un bien à un prix très faible et où on effectue des travaux pour un montant vraiment supérieur au prix d'achat. Donc là, on peut s'interroger et se dire je vais tellement avoir de travaux à amortir que je ne vais pas payer d'impôts pendant longtemps. Alors en fait, comme on l'a vu précédemment, ça va dépendre tout simplement du rendement et du mode d'exploitation que vous allez utiliser. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si effectivement vous allez avoir un montant de travaux très conséquent à amortir, et bien de l'autre côté, vous allez avoir un prix d'acquisition relativement faible. Et donc naturellement, l'amortissement du prix du bien sera plus faible. Donc en réalité, ce que vous gagnez d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. En revanche, ce type d'opération avec un montant donc, de travaux supérieur au prix d'achat, ça pourrait être tout à fait intéressant d'un point de vue fiscal en location nue. Voilà, maintenant qu'on a vu ce qui ne fonctionnait pas, quelles solutions on pourrait envisager si on souhaitait justement ne pas avoir sa fiscalité trop impactée. Eh bien, on pourrait tout simplement procéder à ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire en fait la revente du bien. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'est un arbitrage. Sachez qu'il y a une formation complète sur l'arbitrage qui se trouve sur cette chaîne. Mais en revanche, ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça va permettre de repartir sur un autre projet, notamment avec la plus-value qui aura été générée s'il y a une plus-value par la vente du bien. Et également, et ça c'est un levier d'enrichissement qu'on oublie trop souvent, le capital qui aura été amorti pendant la durée d'exploitation. Et je précise par rapport à la plus-value que vous pouvez être exonéré de la taxation sur la plus-value si vous êtes par exemple loueur meublé professionnel et que vous remplissez les conditions d'exonération. Autrement, vous avez également un abattement pour durée de détention qui existe si vous êtes au statut de loueur meublé non professionnel. Attention toutefois à ne pas oublier qu'entre la revente de votre bien locatif et l'exploitation de votre nouveau projet, eh bien vous n'allez pas toucher de revenus locatifs. Donc pour ceux qui vivent de leur loyer, effectivement, il va falloir prendre ça en compte et mettre de la trésorerie de côté pour pouvoir justement tenir le temps de réexploiter un nouveau projet. Mais l'arbitrage, c'est réellement un outil puissant dans le parcours d'un investisseur et c'est quelque chose qui s'utilise, qui doit s'utiliser. Alors il y a différentes raisons, mais notamment pour la dimension fiscale, puisque ça permet effectivement de repartir sur un autre projet avec des nouvelles durées d'amortissement, des nouvelles charges, des travaux, des frais de notaire à passer soit en charge sur l'amortissement, enfin on repart vraiment à zéro sur ces notions-là. Sachez qu'il y a également la possibilité, alors il faut bien analyser et étudier le projet, mais la possibilité de vous revendre entre guillemets à vous-même un bien locatif qui serait un bien que vous souhaiteriez vraiment garder dans votre patrimoine. Et effectivement, vous pourriez le revendre par exemple à une de vos SCI pour pouvoir le préserver dans votre patrimoine personnel, même si effectivement une SCI c'est une personne morale, mais ça permettrait effectivement de pouvoir garder un bien tout en repartant encore une fois à zéro sur la notion d'amortissement, de charges
et justement d'éviter l'impôt en nom propre. Mais encore une fois, c'est pas une recette miracle. Ça s'étudie parce qu'il y a des frais, hein. Il y aura une éventuelle plus-value, il y aura de nouveaux frais de notaire à payer. Voilà, donc tout ça, ça s'étudie, plus particulièrement avec un professionnel. Voilà, donc normalement, on a répondu aux interrogations qu'on avait en début de vidéo. Effectivement, je ne conteste pas le fait qu'il puisse toujours y avoir des exceptions. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on est un vendeur de formation ou un coach immobilier et qu'on s'adresse à une audience générale et qu'on vend des recettes à tout le monde et qu'on dit que ça peut s'adapter à tout le monde, effectivement, on ne peut pas faire d'une exception une règle. Voilà, donc normalement, cette vidéo, avec les différentes démonstrations qu'elle contient, elle doit mettre fin à différentes fausses croyances que je ne vais pas répéter. Si toutefois, il y a des personnes qui contestent, alors les calculs sera compliqué de contester puisque j'ai utilisé une application professionnelle, mais sachez que je suis tout à fait ouvert à l'échange. Il arrive parfois, c'est une minorité, mais qu'il y ait des personnes qui contestent ce que j'indique dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter et à me solliciter. N'hésitez pas non plus à envoyer cette vidéo, à partager cette vidéo avec des coachs immobiliers qui font justement des promesses qui sont contenues dans cette vidéo, promesse devenir rentier avec un seul bien, promesse vous ne paierez jamais d'impôts, avec des stratégies on évite l'impôt, etc. N'hésitez pas à les confronter à cette vidéo, je me ferai une joie de débattre avec eux. Sachez que je ne supprime aucun commentaire, parfois YouTube en supprime parce que ils sont injurieux peut-être, mais moi personnellement je ne supprime aucun commentaire et je suis évidemment ouvert au débat. Si vous souhaitez vous procurer les PDF ou les e-books de ces vidéos fausses croyances ou plus globalement des vidéos de formation, eh bien n'hésitez pas à soutenir la chaîne et puis on fera un plaisir de vous envoyer ces PDF et ces e-books qui parfois pour certains font plus de 100 pages et sont plutôt complets et je le répète validés par des professionnels. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo fausse croyance qui devra arriver avant la fin de l'année et suivra ensuite une formation complète sur la donation, la succession du patrimoine privé et professionnel accompagné par un professeur en fiscalité. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre soutien et n'oubliez pas, les chiffres ne mentent jamais. Mais c'est 1 plus 1 égale 1 ou peut-être que 1 plus 1 égale 11 et ça c'est beau.